Les bougies d'anniversaire vacillent dans la faible lumière du restaurant, projetant des ombres dansantes sur le verre de cabernet intact devant moi. Je vérifie mon téléphone pour la 11e fois en 30 minutes. Toujours rien. Mon ongle tapote contre l'écran, créant un rythme qui correspond à la douleur croissante dans ma poitrine. Devrions-nous attendre encore un peu vos invités, mademoiselle Lewis? Je lève les yeux et vois le serveur qui attend au bord de ma table, la sympathie gravée dans les fines rides autour de ses yeux. Son regard oscille entre les 4 chaises vides qui m'entourent et le petit gâteau au centre de la nappe blanche. Juste 15 minutes de plus, s'il vous plaît, je parviens à esquisser un sourire qui semble fragile sur mon visage. C'est la 3e fois que je demande un délai, et nous savons tous les deux ce que cela signifie. Je lisse le devant de ma blouse en soie émeraude, celle que je me suis offerte la semaine dernière, spécialement pour ce soir. Le tissu murmure sous mes doigts, frais et coûteux. Derrière le serveur, des couples chuchotent et rient, des couverts teintent contre la porcelaine, et quelque part, un bouchon saute d'une bouteille. Les bruits de la fête tourbillonnent autour de moi, tandis que je suis assise, échouée sur mon île de solitude. Il y a 2 semaines, j'avais réservé cette table chez Ellison S, le nouveau point chaud culinaire du centre-ville de Denver. J'étais sur un petit nuage après avoir enfin obtenu 1,2 million d'euros d'investissement providentiel pour Verdant Alchemy Company, ma start-up de soins naturels pour la peau. Après 3 ans de journée de travail de 18 heures, et après avoir hypothéqué une 2e fois mon appartement, quelqu'un avait enfin cru en ma vision. Dîner de famille chez Ellison S pour fêter mon anniversaire et une grande nouvelle, avais-je envoyé dans notre discussion de groupe familial. Jeudi à 19h. Je réserve pour 5. 3 jours se sont écoulés sans réponse. J'ai envoyé un rappel amical, juste pour confirmer le dîner ce jeudi chez Ellison S. Dites-moi si vous pouvez venir. 2 autres jours de silence. Finalement, mon 3e message, table réservée pour 19h jeudi. J'espère vous y voir tous. Rien. Ni de maman, ni de papa, ni de Théodore. Ma gorge se serre alors que je bois de l'eau, les glaçons claquant contre mes dents. Cela ne devrait pas me surprendre. C'est le même schéma qui s'est répété toute ma vie. Quand j'avais 16 ans et Théodore 14, papa l'a emmené pêcher dans le Montana pendant 2 semaines. Quand j'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité, papa m'avait tapoté la tête et dit, « C'est un garçon, il a besoin d'investissement. Toi, tu as juste besoin de stabilité. » Cette stabilité est signifiée apparemment co-signer le prêt de 18 000 euros pour la moto de Théodore quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec des prêts étudiants pesant sur mes épaules. 6 mois plus tard, quand il a cessé de faire les paiements, je les ai couverts, plutôt que de laisser ma cote de crédit s'effondrer. Papa m'avait remercié d'un signe de tête distrait, tout en aidant Théodore à installer des pots d'échappement personnalisés sur la moto. Je prends une autre gorgée d'eau, essayant de chasser la boule dans ma gorge. Ma famille a toujours été là pour moi, mais pas de la manière qui compte. Pas de manière à ce que je me sente vu. Excusez-moi. Je lève les yeux de mon verre pour trouver un homme debout à côté de ma table. Grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux bienveillants derrière des lunettes en écailles de tortue. Il porte un costume anthracite qui semble taillé sur mesure pour ses larges épaules. Je ne veux pas m'immiscer, dit-il, sa voix chaude et riche, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'est peut-être votre anniversaire. Il désigne le petit gâteau avec ses bougies éteintes. Mes doigts se serrent autour du pied de mon verre de vin. C'est bien ça. Alors, puis-je vous souhaiter un joyeux anniversaire? Je devrais poliment le congédier. Au lieu de cela, je m'entends dire « merci ». Il hésite, puis demande « Cela vous dérangerait-il si je me joignais à vous un instant ?» Juste jusqu'à ce que vos autres invités arrivent. Quelque chose dans son expression, une gentillesse sincère, sans pitié me fait hocher la tête. Je suis Farah. Alexander. Il s'installe sur la chaise en face de moi, posant son portefeuille en cuir sur la table. Je suis écrivain. Des livres sur la résilience, principalement. Il sourit, les coins de ses yeux se plissant. Bien que je soupçonne que vous en sachiez déjà quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont vous vous tenez. Comme quelqu'un qui connaît l'attente et la déception, mais qui n'a été brisé par ni l'une ni l'autre. Mon rire me surprend. Êtes-vous toujours aussi perspicace avec les étrangers? Des formations professionnelles. Il fait un geste vers le serveur, qui s'approche avec un briquet. Puis-je? Quand je hoche la tête, le serveur allume les bougies de mon gâteau.
Leur lueur se reflète dans les lunettes d'Alexander alors qu'il demande « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» Si bien habillé, et attendant si patiemment. J'hésite, puis je décide que la vérité est plus simple que la fiction. Je viens d'obtenir un investissement majeur pour mon entreprise. Je pensais que ma famille voudrait peut-être le fêter. Ah, il hoche la tête, la compréhension naissant dans son expression. Et ils sont en retard? Ils ne viennent pas, les mots ont un goût amer, comme un café laissé trop longtemps sur le feu. Ils n'ont même pas répondu à mes messages. Alors il manque quelque chose d'extraordinaire. Alexander se penche en avant, posant ses avant-bras sur la table. Parlez-moi de cette entreprise qui a obtenu un investissement si impressionnant. Un instant, j'envisage de changer de sujet. Puis quelque chose en moi bascule. Pourquoi ne pas profiter de cet anniversaire, malgré l'absence de ma famille? Pourquoi ne pas partager mon triomphe avec quelqu'un qui semble réellement intéressé? Verdant Alchemy, dis-je, sentant un sourire sincère s'étendre sur mon visage. Des produits de soins naturels, fabriqués avec des ingrédients provenant de fermes durables. Je sors mon téléphone, lui montrant notre site web élégant, mettant en vedette notre sérum pour le visage le plus vendu. Nous prévoyons d'agrandir nos installations de production avec ce nouveau financement. Remarquable, dit Alexander, en étudiant les images. Quand il lève les yeux, son admiration est comme un rayon de soleil après des jours de pluie. Quelqu'un devrait célébrer votre génie ce soir. Ces mots déverrouillent quelque chose dans ma poitrine. En soufflant les bougies de mon gâteau, je fais un vœu différent de celui que j'avais prévu. Non pas pour l'approbation de ma famille, mais pour la force de cesser de l'attendre. Je n'attendrai plus leur approbation, je murmure, plus pour moi-même que pour Alexander. La leçon la plus difficile, dit-il doucement, est d'apprendre que certaines personnes ne peuvent pas donner ce qu'elles ne possèdent pas elles-mêmes. Le serveur revient avec 2 assiettes pour le gâteau. En le coupant, je me surprends à raconter à Alexander l'histoire de la moto de Théodore. Des décennies à être présente pour une famille qu'il était rarement pour moi. La construction de mon entreprise pendant que mes parents se concentraient sur la série d'entreprises ratées de mon frère. Ce qui est étrange, dis-je, c'est que je pense qu'une partie de moi les aime toujours, malgré tout. L'amour et les limites ne sont pas mutuellement exclusifs, répond Alexander. En fait, l'amour le plus sain les exige. Alors que nous partageons le gâteau sous les lumières chaudes du restaurant, je réalise que la gentillesse d'un étranger a rendu cet anniversaire plus significatif que n'importe quelle célébration familiale n'aurait pu le faire. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment vu, et soudain, cela suffit. La lumière du matin se déverse sur mon balcon, dorant le bord de ma tasse de café alors que je respire l'air vif de Boulder. Les flatirons lointains découpent des silhouettes déchiquetées contre un ciel sans nuages. 3 ans se sont écoulés depuis cette soirée d'anniversaire où Alexander est entré dans ma vie, et l'univers a récompensé ma détermination tranquille par l'abondance. Mon téléphone sonne avec une notification. Un autre partage de l'interview d'hier, où je détaillais le parcours de Verdant Alchemy, de mon plan de travail de cuisine à une valorisation de 35 millions d'euros. Le nombre de vues a dépassé le demi-million. Je prends une lente gorgée de café, savourant le mélange colombien qu'Alexander m'a fait découvrir l'hiver dernier. Le nouveau visage de la beauté naturelle, lit-on dans un commentaire. Si seulement il savait à quel point une famille peut être artificielle. Mon téléphone vibre à nouveau, cette fois avec un appel. Le nom me noue l'estomac. Maman. Nous nous sommes à peine parlé en 3 ans, au-delà des SMS de vœux obligatoires et de quelques rencontres caféinées guindées. J'envisage de laisser le message aller à la messagerie vocale, mais je fais glisser mon doigt sur l'écran à la place. Farah, ma chérie. Sa voix est mielleuse, une douceur que je n'avais pas entendue depuis ma remise de diplôme du lycée. As-tu vu mes messages? Non, j'étais juste. Théodore se marie. Tu y crois? Notre garçon, qui se pose enfin avec Jessica. Nous adorerions ton aide pour organiser la fête. Je serre le téléphone plus fort. C'est une merveilleuse nouvelle. Quand est le mariage? En juin. Écoute, ma chérie. Nous en avons parlé, ton père et moi, et nous pensons que ce serait le moment idéal pour une collaboration familiale Lewis. Collaboration? Le mot flotte entre nous comme une décoration de verre, fragile et transparente. Ta marque avec notre nom de famille. Lewis Beauty, ça sonne si bien. Nous avons toujours été tes plus grands supporters. Le mensonge me pique plus que si elle m'avait giflé.
Je fixe le magazine Forbes sur ma table basse, qui présente le profil de mon entreprise. Je dois y réfléchir, je parviens à dire, ma voix professionnelle se glissant en place comme une armure. Bien sûr, ma chérie. Tu me rappelles cet après-midi? Après avoir raccroché, un autre message sonne. Théodore. Salut, sœurette. Grande nouvelle pour le mariage. Aussi, mon équipe de course a besoin d'un sponsor principal. Seulement 300 000 € pour la saison. Superbe visibilité pour Verdun. Tiens-moi au courant. Je pose mon téléphone face contre la table. La vue depuis mon pentouse me semble soudainement isolante plutôt que paisible. Plus tard ce matin-là, je suis assise dans mon bureau, passant en revue de vieilles photos de famille stockées dans un dossier poussiéreux sur mon ordinateur portable. Théodore recevant son diplôme de fin d'études secondaires, maman et papa rayonnant à côté de sa première voiture de course. Ma remise de diplôme universitaire, juste moi, seul en toge et mortier, parce qu'ils avaient assisté à la course régionale de Théodore ce week-end-là. Mon téléphone sonne avec un message vocal d'Alexander. Je viens de voir ton interview. Brillante, comme toujours. Souviens-toi de qui tu es devenu malgré eux, pas grâce à eux. Dîner ce soir? J'ouvre une nouvelle feuille de calcul et l'intitule historique financier de la famille. Ligne par ligne, je documente chaque prêt, cadeau et sauvetage. La moto de Théodore. Les 6 mois de son loyer que j'ai couverts quand il se cherchait après avoir abandonné ses études. Les réparations du bateau de pêche de papa quand Théodore l'a accidenté lors d'une virée. La feuille de calcul atteint 47 000 € de soutien silencieux. Il ne s'agit pas de punition, je murmure au bureau vide. Il s'agit de limites. Mon directeur financier, Martin, frappe avant d'entrer avec les rapports trimestriels. Tout va bien, demande-t-il en remarquant mon expression. Affaire de famille. Si mon frère ou mes parents vous contactent au sujet d'opportunités commerciales ou de sponsoring, veuillez les diriger vers moi. Martin hoche la tête. Légalement, vous n'avez aucune obligation de mêler la famille à l'entreprise. Je sais, dis-je en le remerciant alors qu'il part. Mon téléphone s'allume avec un SMS de Rachel, ma plus vieille amie. J'ai vu la publication de Théodore sur le besoin de sponsors. Laisse-moi deviner, il te sollicite. Ils n'ont pas fêté ton anniversaire. Pourquoi les financer? Je souris malgré moi. Rachel va toujours droit au but. Une carte arrive par coursier plus tard cet après-midi. L'écriture distinctive d'Alexander orne l'enveloppe. À l'intérieur, une citation. Les limites ne sont pas des murs. Elles sont les fondations sur lesquelles se construisent des relations saines. Le soir venu, j'ai rédigé un email qui semble à la fois professionnel et définitif. Je joins la feuille de calcul détaillant les 47 000 € de soutien financier que j'ai fourni au fil des ans. Si nous devons collaborer, j'écris, commençons à zéro, en toute transparence. J'hésite avant d'appuyer sur envoyer, me demandant si je suis trop dur. Puis je me souviens des bougies de mon 29e anniversaire, vacillant dans un restaurant vide, pendant que ma famille ne prenait même pas la peine de répondre à mes messages. Mon doigt tapote l'écran. La réponse de ma mère arrive en quelques minutes. Explosive et familière. Comment oses-tu parler comme ça? Ne t'avons-nous pas élevé pour que tu sois reconnaissante? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Je prends une profonde inspiration et tape ma réponse, chaque mot une déclaration silencieuse de liberté. J'ai été reconnaissante en silence, en argent, en larmes. Maintenant, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir enfin arrêté. Quand Alexander arrive pour le dîner, il me trouve sur le balcon, regardant les étoiles apparaître au-dessus des Flatirons. Il ne me demande pas comment s'est passée ma journée. Il se tient simplement à côté de moi, sa présence un lest contre la tempête d'émotions. Ils veulent m'utiliser, dis-je enfin, pas me célébrer. Et que veux-tu, toi, demande-t-il, sa voix douce. Je me tourne pour lui faire face, me sentant plus forte que je ne l'ai été depuis des années. Arrêtez de confondre obligation et amour. Il sourit, prenant ma main. Alors c'est exactement ce que tu feras. Alors que nous rentrons, mon téléphone sonne avec d'autres messages de ma famille. Pour la première fois de ma vie, je les laisse sans réponse. Une semaine plus tard, la voix de la réceptionniste crépite dans l'interphone de mon bureau, interrompant ma réunion sur les prévisions trimestrielles. Mademoiselle Lewis, votre mère et votre frère sont ici. Ils disent que c'est urgent.
Ma directrice marketing lève un sourcil de l'autre côté de la table de conférence. 5 autres cadres interrompent leur prise de notes, leur stylo suspendu au-dessus de portefeuilles en cuir. Dites-leur que je suis en réunion, je réponds, forçant un sourire professionnel. Je sortirai sous peu. L'interphone clique à nouveau. Ils insistent pour attendre. Ils ont apporté un gâteau. Une tension familière s'enroule à la base de mon cou. Ma famille ne m'a jamais rendu visite pendant les 3 années difficiles où je travaillais 16 heures par jour dans un bureau exigu d'une seule pièce. Maintenant que Verdun-Alchemy occupe tout le 4e étage d'un immeuble du centre-ville avec notre nom sur l'annuaire, ils ont découvert un besoin urgent de me voir. Pause de 10 minutes, tout le monde, j'annonce, posant mon pointeur de présentation avec un calme délibéré. Greg, préparez les chiffres de distribution pour notre reprise. Dans la zone de réception, Mère tient une boîte de pâtisserie à 2 mains, comme une offrande de paix. Ses cheveux sont fraîchement colorés, le riche auburn qu'elle entretient depuis ses 40 ans, et son blazer de couleur crème a probablement coûté plus cher que mon premier mois de loyer. Théodore se tient à côté d'elle, les mains dans les poches de son jean de marque, un look décontracté calculé qui a probablement coûté plus cher que la plupart des tenues de soirée des gens. Surprise. Mère gazouille, soulevant légèrement la boîte à gâteaux. Nous avons pensé passer pour célébrer ton article dans Forbes. Sans rancune pour avoir manqué tes appels ces derniers temps. La réceptionniste observe avec une curiosité non dissimulée. 2 concepteurs d'emballage jettent un œil depuis la salle de pause. Quelle délicate attention, dis-je, en gardant mon sang-froid, tout en étant parfaitement consciente que mon personnel assiste à cette performance. Parlons-en dans la salle de conférence. Les yeux de Mère parcourent notre espace de travail moderne, faisant l'inventaire des murs en briques apparentes, des luminaires à ampoule Edison, des postes de travail élégants où mon équipe crée des produits qui nous ont valu une place sur les étagères des grands magasins de luxe à travers l'Amérique. Théodore nous suit, s'arrêtant pour examiner une vitrine contenant notre sérum pour le visage le plus vendu. Tu dois te faire une fortune avec ces petites choses, remarque-t-il en tapotant la vitre. Ma directrice marketing sort de son bureau, une tasse de café à la main. Jessica, dit Théodore, affichant le sourire qu'il a fait passer à travers l'université. Tu es magnifique. Toujours en charge de la publicité de ma sœur? Le sourire professionnel de Jessica ne faiblit pas, directrice de la stratégie de marque, maintenant. Ravi de te revoir, Théodore. Je les guide vers la petite salle de conférence, loin des yeux et des oreilles curieuses. Mère passe son doigt sur un plateau de table en noyer en entrant. 16 000 € rien que pour cette table, je parie, murmure-t-elle, pas assez bas. Une fois la porte refermée derrière nous, je me tourne pour leur faire face. C'est mon lieu de travail, pas un lieu de réunion de famille. Pourquoi êtes-vous vraiment là? Mère pose le gâteau, la blessure se lisant sur ses traits. Ne pouvons-nous pas rendre visite à notre fille qui a réussi sans arrière-pensée? Théodore s'affale dans l'un des fauteuils en cuir. Ouais, sœurette, ne sois pas si méfiante. La dernière fois que nous avons parlé, je lui rappelle, tu as demandé 300 000 € pour ton équipe de course. La fois d'avant, Mère a fait allusion aux frais du mariage de Théodore. Pardonnez-moi de soupçonner que ce n'est pas juste une visite de courtoisie. L'expression de Mère se durcit. Tu as changé. Le succès t'a rendu froide. Je n'ai pas changé, je rétorque, en restant debout pendant qu'ils sont assis. J'ai juste arrêté de faire semblant. Théodore se penche en avant. Allez, sœurette. Nous sommes une famille. Ça veut dire quelque chose. Le mot famille flotte entre nous, chargé d'attentes, d'histoires, du prêt de la moto que j'ai remboursé en cumulant 3 emplois, des anniversaires passés seuls pendant qu'ils assistaient aux courses de Théodore. Oui, en effet, j'acquiesce, la voix stable. Famille devrait signifier amour sans facture, soutien sans condition, célébration sans calcul. Les yeux de Mère se plissent. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Qu'avez-vous sacrifié, exactement? La question m'échappe avant que je puisse la filtrer. Quand j'ai eu besoin de co-signataires pour mon premier prêt commercial, vous avez dit que c'était trop risqué. Quand je travaillais 18 heures par jour pour lancer cette entreprise, vous ne m'avez jamais apporté de gâteau. Quand j'ai célébré un prêt chez Ellison S le jour de mon anniversaire, vos téléphones étaient apparemment tous en panne simultanément. Théodore s'agite, mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser la famille comme une monnaie, j'interromps.
Je n'ai pas besoin d'une famille seulement quand je réussis. Je n'ai pas besoin d'un gâteau seulement quand il y a quelque chose à y gagner pour vous. Nous avons toujours été fiers de toi, insiste Mère, mais ses yeux se tournent vers la porte, calculant son prochain coup. Je vous crois, dis-je, en adoucissant légèrement mon ton. Mais j'ai appris à vivre sans faire semblant. Je vous aimerai toujours tous les deux, mais cette entreprise n'est pas un distributeur de billets familial. Mon succès ne crée pas d'obligation. Mère rassemble son sac à main de créateur, redressant ses épaules. Je vois que nous vous avons dérangé. Tout moment où vous viendrez avec des attentes plutôt qu'un soutien sincère sera un mauvais moment, je réponds. Ils partent avec des au revoir raides et des promesses d'appeler plus tard. À travers les parois de verre, je les regarde traverser la réception, le dos de Mère rigide d'indignation, la démarche de Théodore trahissant sa frustration. Quand les portes de l'ascenseur se referment derrière eux, j'expire complètement, pour ce qui me semble être la première fois depuis 1 heure. Mon téléphone vibre avec un SMS d'Alexander. Café après ton embuscade. Fier de toi d'avoir tenu bon. Les nouvelles vont vite. Rachel a dû l'apprendre par Jessica. Un autre SMS arrive de mon partenaire commercial, je prends les réunions de l'après-midi. Prends du temps si tu en as besoin. 10 minutes plus tard, mon mentor appelle. Comment vas-tu, demande-t-elle, sa voix portant la sagesse de quelqu'un qui a navigué dans des eaux similaires. Mieux que prévu, je réponds sincèrement. Ce soir-là, je rédige un email déclinant l'invitation au mariage de Théodore, en joignant une carte cadeau généreuse mais appropriée. Je crée des directives claires pour les communications futures avec mes parents. Mon conseiller financier m'aide à établir une fiducie pour les véritables urgences familiales, pas pour les exigences. Quand j'ai fini, je me sers un verre de Cabernet et je me tiens à la fenêtre de mon appartement, surplombant les lumières scintillantes de Boulder. Pour la première fois, je comprends que les limites ne sont pas des murs construits par la colère. Ce sont des clôtures construites avec le respect de soi. Plus tard dans la nuit, mon téléphone sonne avec une notification. Le statut Facebook de Théodore brille sur mon écran. Certaines personnes ne se soucient que de l'argent, pas de la famille. Déjà, des amis communs me taguent, la rumeur se propageant comme une traînée de poudre. Mon doigt survole le clavier, une douzaine de réponses se formant et se dissolvant dans mon esprit. Puis le SMS d'Alexander arrive. Souviens-toi, ta vérité n'a pas besoin d'être défendue. Je pose mon téléphone, choisissant la dignité plutôt que la défensive. Le chapitre où je m'excusais pour mes limites est terminé. L'histoire de vivre avec intégrité ne fait que commencer. 2 jours après la confrontation, le curseur clignote sur mon écran, se moquant de moi. J'ai tapé et effacé la même réponse 14 fois. La publication Facebook de Théodore me fixe depuis mon ordinateur portable, certaines personnes ne se soucient que de l'argent, pas de la famille. Les liens du sang signifiaient quelque chose autrefois. J'expire lentement, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Le nœud dans mon estomac se resserre alors que des amis me taguent dans les commentaires, demandant s'il y a un drame familial en cours. 3 connaissances de l'université m'ont déjà envoyé un message pour savoir si j'allais bien. La fenêtre du salon encadre les montagnes de Boulder, baignées par la lumière matinale. Je suis assise ici depuis 5 heures du matin, sirotant un café devenu froid, pensant aux héritages et aux mensonges. Je tape soigneusement, lisant chaque mot 2 fois avant de passer au suivant. La famille n'est pas une dette. C'est un lieu où l'amour devrait être inconditionnel. J'espère que tout le monde trouvera ce lieu, y compris moi. Mon pouce survole le publié pendant 8 secondes avant d'appuyer. C'est fait. Pas de longue explication. Pas d'accusation. Juste la vérité. En quelques minutes, les notifications inondent mon téléphone. Des amis de l'école de commerce. D'anciens collègues. Même mon institutrice de CE2 qui m'a retrouvé sur les réseaux sociaux il y a des années. Reste forte, Farah. Je suis passé par là. Tu gères ça avec une telle grâce. Cela résonne profondément. Merci pour ton honnêteté. Je pose mon téléphone face contre la table basse, respirant dans le silence de mon appartement. C'est étrange comme 15 mots peuvent donner l'impression de se débarrasser d'un sac à dos de 50 kilos. Le téléphone fixe sonne le numéro que je ne donne qu'à mes associés et amis proches. La voix de Rachel arrive, chaude et stable. J'ai vu ta publication. Ça va? Mieux que prévu. Je me blottis plus profondément dans mon fauteuil, regardant un colibri virevolter autour de la mangeoire de mon balcon.
Ça semble propre. Propre, c'est bien. Rachel fait une pause. Théodore s'est déchaîné dans la discussion de groupe familial. Ta mère m'a appelé ce matin pour me demander si je pouvais te raisonner. Mon rire sort plus sec que prévu. Et que lui as-tu dit? Que tu étais déjà parfaitement raisonnable. Le sourire dans la voix de Rachel s'estompe. Écoute, il passe des appels. Ton père a téléphoné à James du groupe de petit déjeuner de la chambre de commerce. Le colibri se fige en plein vol, puis s'envole alors qu'une ombre passe. Ils essaient de limiter les dégâts en réécrivant l'histoire? À peu près. Quelque chose sur le fait qu'ils ont soutenu ton entreprise depuis le premier jour, mais que tu es devenue distante depuis que tu as réussi. Je presse mes doigts contre mes paupières fermées jusqu'à ce que des étoiles apparaissent. 22 investisseurs ont cru en mon entreprise avant mes parents. Ils n'ont même jamais demandé ce que fabriquait Verdant Alchemy avant l'article de Forbes. Je sais, ma chérie. Je te préviens juste. Oh, et le groupe de prière de l'église de ta mère a eu droit à un sermon sur sa fille troublée qui a oublié ses valeurs. Le poids familier se réinstalle entre mes omoplates. Comme prévu. Après l'appel de Rachel, je prends une douche et je m'habille soigneusement. Blouse en soie vert forêt. Pantalon noir sur mesure. Simple boucle d'oreille en or. Une armure pour la journée à venir. Mon assistante, Emma, me rejoint à la porte du bureau, un café tendu comme un bouclier. 3 appels de quelqu'un nommé Théodore. Dois-je continuer à bloquer? Oui, s'il te plaît. J'accepte le café avec un signe de tête reconnaissant. Des messages d'investisseurs? L'expression d'Emma change. Monsieur Harrington de Keystone Capital a appelé. Il a dit que votre frère l'avait contacté avec des inquiétudes concernant la stabilité de l'entreprise. Il semblait perplexe. Une bouffée de chaleur me monte au visage, mes doigts se resserrant sur la tasse. Théodore a réellement contacté mes investisseurs? La violation de cette limite me sidère. Rappelez Monsieur Harrington immédiatement. Organisez un déjeuner s'il est disponible. 2 heures plus tard, je suis assise en face de James Harrington chez Ellison S., le même restaurant où ce voyage a commencé il y a 3 ans. L'ironie ne m'échappe pas, je vous remercie de votre temps, je commence, en le regardant droit dans les yeux. Je comprends que mon frère vous a contacté. James hoche la tête, se penchant en arrière dans sa chaise, ses sourcils gris froncés. Il a dit quelque chose à propos de problèmes familiaux affectant les décisions commerciales. Il voulait me prévenir. Il m'étudie par-dessus ses lunettes de lecture. Pas très professionnel. Non, j'acquiesce. La famille et les affaires sont des entités distinctes dans mon monde, James. Elles l'ont toujours été. Bien. Il déplie sa serviette avec un soin délibéré. Les rapports trimestriels parlent d'eux-mêmes, Farah. Une croissance de 28% ne ment pas, le nœud dans mon estomac se desserre légèrement. Merci pour votre confiance continue. Votre frère semblait se sentir en droit de partager votre succès, James choisit ses mots avec soin. Il a mentionné quelque chose à propos d'une collaboration familiale qui lui était due. Je ne bronche pas, il n'y aura pas de collaboration. Sage décision. Il prend son menu. Maintenant, si nous commandions. J'ai entendu dire que le saumon est excellent. De retour au bureau, j'ouvre le formulaire de candidature pour la Fondation Verdant, mon nouveau projet, qui soutient les jeunes femmes entrepreneurs. Le curseur clignote. Stable maintenant, plutôt que moqueur. Je remplis les derniers détails, puis j'appuie sur lancer. Plus tard dans la soirée, je reçois la notification que mon don à l'initiative pour la sécurité à moto du Colorado a été traité. 20 000 €. Anonyme. Pas de communiqué de presse. Pas d'annonce sur les réseaux sociaux. Juste une action discrète. Mon téléphone vibre avec un message de mon père. Ta mère est dévastée. Cette humiliation publique est indigne de toi, Farah. Je mets le téléphone de côté sans répondre et je me sers un verre de vin. Le site web de la Fondation Verdant a déjà reçu 12 candidatures. Ma boîte de réception contient 3 demandes d'interview de journaux économiques, aucune ne mentionnant le drame familial, toutes axées sur la croissance de l'entreprise et les initiatives environnementales. Quand la sonnette retentit à 19 h, Alexander est là, tenant des sacs de plats à emporter. Ses yeux se plissent au coin. Je me suis dit que tu n'aurais peut-être pas envie de sortir ce soir. Tu as bien pensé.
Je m'écarte pour le laisser entrer. Théodore a contacté mes investisseurs. Alexander pose la nourriture, son expression s'assombrissant. Ça dépasse toutes les limites. Ils n'ont pas marché. Je sors des assiettes du placard. Il s'avère qu'un professionnalisme constant parle plus fort que des accusations désespérées. Bien sûr que oui. Alexander déballe des contenants de nourriture thaïlandaise. Ta retenue est remarquable, Farah. La plupart des gens auraient répondu avec la même virulence. Je hausse les épaules, mais une chaleur fleurit dans ma poitrine à ces mots. Le feu ne fait que plus de fumée. Je suis intéressé par la clarté. Nous mangeons sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de Boulder en ambre et or. Mon téléphone vibre à plusieurs reprises. La fiancée de Théodore, maintenant, disant qu'ils ont besoin de crever l'abcès avant le mariage. As-tu vu le commentaire de Sandra Werner, demande Alexander en remplissant mon verre de vin. La sponsor de la course de Théodore? Non. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle reconsidère leur partenariat après de récentes révélations sur le caractère. Il lève un sourcil. Apparemment, la version des faits de ta mère lui est parvenue, mais s'est retournée contre elle. Je prends une lente gorgée de vin. Je n'ai jamais demandé ça. Tu n'as pas eu à le faire. La vérité a une façon de trouver la lumière du jour. Alors que la nuit tombe sur Boulder, ma boîte de réception sonne avec un message de mon mentor en affaires, Diane. Fier de toi. J'anime un webinaire le mois prochain sur les pratiques commerciales éthiques. La place de conférencière principale porte ton nom si tu la veux. Plus tard, alors qu'Alexander se prépare à partir, il s'arrête à la porte. Tu sais qu'ils ne font qu'escalader parce qu'ils perdent le contrôle, n'est-ce pas? Je hoche la tête. Je sais. Je peux sentir les fissures se former. Ta mère a de nouveau appelé Rachel, apparemment. Moins confiante cette fois. Elle a utilisé l'expression peut-être avoir poussé trop fort. Quelque chose bouge en moi, pas de la satisfaction, exactement, mais une forme de justification. Vraiment? Et j'ai croisé ton père au café ce matin. Il avait l'air pensif. Il a dit quelque chose sur le fait qu'il aurait aimé qu'ils aient investi dans ton entreprise depuis le début. Je m'appuie contre le cadre de la porte, soudainement fatigué. 3 ans trop tard pour cette prise de conscience. Alexander me touche doucement l'épaule. Mais pas trop tard pour que tu vives ta vérité. Après son départ, je reste assise sur le balcon dans l'obscurité, l'ordinateur portable ouvert sur le dernier message de la discussion de groupe de Théodore, elle a détruit cette famille avec son égoïsme. En dessous, une réponse surprenante de sa fiancée, Mélissa, peut-être devrions-nous tous prendre du recul et réfléchir à ce que nous lui demandons? Je ferme l'ordinateur portable sans répondre. Demain apportera d'autres accusations, d'autres tentatives de réécrire l'histoire. Mais ce soir, j'ai découvert que le silence, aussi, peut être une force. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de continuer à construire pendant que d'autres essaient de brûler. Le message vocal de mère joue pour la 3e fois, sa voix tremblant d'une vulnérabilité étudiée. Farah, ma chérie, je sais que les choses ont été tendues. Mais nous sommes toujours tes parents, quoi qu'il arrive. Certains liens ne peuvent être brisés, même quand ils s'étirent. J'appuie sur supprimer et je pose mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Le soleil de fin de journée se déverse par les fenêtres de mon appartement, peignant des rectangles chauds sur le parquet. Contre mon meilleur jugement, j'ai pris l'enveloppe arrivée hier papier cartonné ivoire avec une bordure dorée. L'invitation au mariage de Théodore. La note manuscrite glissée à l'intérieur dit, il est temps de guérir en famille. Tu nous manques, maman et papa. Mon estomac se noue. 3 semaines de cette campagne maintenant, les appels soigneusement programmés, les SMS dégoulinant d'excuses qui parviennent pourtant à éviter de reconnaître toute faute réelle. Pas plus tard qu'hier, la fiancée de Théodore, Jessica, a laissé un message vocal sur la nécessité de construire des ponts avant le grand jour. Cette place est-elle prise? Je lève les yeux pour trouver Alexander dans l'embrasure de ma porte, son manteau drapé sur son bras, un sac en papier de la boulangerie Spruce à la main. Mes épaules se détendent à sa vue. Seulement par des fantômes et des chantages affectifs, dis-je en faisant glisser l'invitation sur le comptoir. La dernière artillerie de la campagne de réconciliation. Alexander pose 2 cafés et étudie l'invitation. Quelle production! Le mariage au Brown Palace? Les parents de quelqu'un se sentent généreux.
Ou on s'attend à ce que la sœur de quelqu'un le soit. Je prends une gorgée reconnaissante du café qu'il a apporté torréfaction foncée avec une touche de lait d'amande. Exactement comme je l'aime. Et ça? Alexander désigne la pile d'albums photos sur ma table basse. Arrivage récent? Livraison FedEx hier. Des albums de famille remontant à mon 5e anniversaire, avec des post-it marquants des souvenirs spéciaux. Je m'approche et en ouvre un à une page marquée. Celui-ci dit, tu te souviens de Noël 1998? Tu étais si excité par la tradition familiale. Subtil, dit Alexander, un coin de sa bouche se relevant. Mon téléphone vibre avec un autre SMS. Théodore. Papa a mentionné que sa tension artérielle était élevée ces derniers temps. J'espère vraiment que tu reconsidéreras ta venue au mariage. Cela signifierait beaucoup pour nous tous. Alexander remarque mon expression. D'autres soucis de santé? Théodore dit que la tension de papa est élevée. Je pose le téléphone. La semaine dernière, c'était les migraines de maman. Ils deviennent créatifs, note Alexander en s'installant sur l'un de mes tabourets de cuisine. Comment tiens-tu le coup? Je suis du doigt le bord de ma tasse de café. Je n'arrête pas de penser que je devrais me sentir plus mal à propos de tout ça. Ne devrais-je pas être anéanti? Sangloter sur des albums photos à minuit? Et ce n'est pas le cas? Je me sens fatigué. Comme si je regardais un film que j'ai vu trop de fois. Je croise son regard. Est-ce que c'est froid? Alexander y réfléchit, la lumière du matin attrapant l'argent de ses tempes. Je ne pense pas que ce soit froid. Je pense que c'est de la clarté. Après des années du même schéma, tu as cessé de confondre la familiarité avec l'obligation. Je ne veux pas les détester, dis-je doucement. Les limites ne concernent pas la haine, elles concernent la santé. La voix d'Alexander s'adoucit. Tu peux pardonner à quelqu'un sans reprendre la même relation. Quelque chose bouge en moi à ces mots, une tension qui se relâche. Le pardon sans la restauration. Exactement. Tu peux reconnaître l'amour qui existe tout en reconnaissant ses limites. Alexander boit son café. À quoi ressemblerait réellement une relation saine avec ta famille? Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question auparavant. Mes options semblaient toujours binaires, leur donner tout ou couper tous les liens. Mais peut-être y a-t-il un juste milieu, un territoire que je peux définir moi-même. Un contact limité, je commence lentement. Des interactions programmées dans des lieux publics neutres. Pas d'implication commerciale. Et des attentes claires de respect mutuel. Alexander hoche la tête. Ça semble raisonnable. Mais l'accepteront-ils? Celui de Théodore est bientôt là. La question n'est pas de savoir s'ils l'accepteront, dit Alexander. C'est de savoir si tu peux l'imposer, quelle que soit leur réaction. Je redresse les épaules. Je le peux. Plus tard ce soir-là, avec la perspective d'Alexander encore fraîche dans mon esprit, je rédige un email à ma famille. Pas d'accusation, pas de liste détaillée des torts passés, juste des limites claires, tournées vers l'avenir. Je décris les conditions dans lesquelles je suis prête à assister au mariage de Théodore et à maintenir une relation à l'avenir. Quand je clique enfin sur envoyer, quelque chose change en moi. Non pas la légèreté de l'évasion, mais la certitude solide de choisir mon propre chemin. Le jour du mariage, je me tiens dans la salle de bal scintillante de l'hôtel Brown Palace, une coupe de champagne rafraîchissant ma paume. La cérémonie de mariage s'est terminée il y a 30 minutes, et maintenant la réception tourbillonne autour de moi, des parents éloignés circulant comme des poissons curieux, des amis de mes parents me dévisageant avec spéculation. Alexander se tient à côté de moi dans un costume anthracite, sa présence une encre stable. Théodore s'approche, champagne à la main, sa nouvelle épouse Jessica à ses côtés. Tu es venu, dit-il, la surprise évidente malgré nos échanges de mails confirmant ma présence. Et tu as amené quelqu'un. Alexander, je présente simplement. Félicitations à vous deux. Merci d'être venu, Farah. Ton cadeau était si attentionné. Le livre de planification financière relié en cuir et le chèque modeste généreux mais approprié reposent à côté de vases en cristal et de plateaux de service en argent sur la table des cadeaux. La carte jointe dit, je vous souhaite un partenariat construit sur le soutien mutuel et le respect. Avec amour, Farah. Écoute, Farah, Théodore s'agite, mal à l'aise. À propos de l'équipe de course. La main d'Alexander touche légèrement ma taille,
un rappel subtil de notre accord, j'assisterai pendant 3 heures maximum, sans discussion d'affaires. Aujourd'hui, c'est ton mariage, Théo, j'interromps doucement. Gardons les choses ainsi. La mâchoire de Théodore se crispe un instant avant qu'il ne hoche la tête. D'accord, bien sûr. Il jette un regard à Alexander. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Autour de bougies d'anniversaire, répond Alexander avec aisance, m'évitant d'avoir à expliquer cette nuit-là, il y a 3 ans. Nous échangeons quelques politesses de plus avant qu'il ne parte saluer d'autres invités. J'expire lentement. Ça va, murmure Alexander. Mieux que prévu. Je parcours la salle du regard, bien que Mère tourne autour de nous depuis 20 minutes. Comme si elle était invoquée, elle apparaît à mon coude, élégante en mousseline bleu pâle, son parfum un nuage de gardénia et d'attente. Ma chérie, puis-je te voler un instant? Son sourire inclut Alexander, tout en l'excluant simultanément. Affaire de famille. Je croise le regard d'Alexander. Je reviens tout de suite. Mère me guide vers une alcôve tranquille près de la table des desserts, ses doigts légers mais insistants sur mon bras. Une fois seule, son sourire s'estompe. Tu es ravissante, Farah, commence-t-elle. Mais je dois dire que ton père et moi avons été blessés par cet email. Poser des conditions pour assister au mariage de ton propre frère. C'était très froid. J'avais besoin de clarté sur les attentes. Nous sommes une famille, dit-elle, comme si ce seul mot devait l'emporter sur toutes les autres considérations. La famille se soutient sans condition. Ce soutien devrait aller dans les deux sens, maman. Ma voix reste stable. Je t'aime, mais j'ai aussi appris à m'aimer. Quelque chose vacille dans ses yeux de la frustration, peut-être, ou la première reconnaissance que ces tactiques ne fonctionnent plus sur moi. Ton père et moi ne serons pas là pour toujours, tu sais. Je sais, dis-je doucement. Et quand vous aurez besoin de moi, vraiment besoin de moi, je serai là. Mais ce que vous demandez, ce n'est pas un besoin. C'est un dû. Elle me fixe, cette fille qui ne cède plus à la culpabilité. Tu as changé, Farah. C'est vrai, j'acquiesce, mais je t'aime toujours. Je vérifie ma montre. Nous sommes à la réception depuis 2h45. Alexander et moi devrions bientôt partir. Réunion tôt demain. Mère ouvre la bouche comme pour protester, puis la referme. Pour la première fois de ma vie, je la vois accepter une limite que j'ai fixée, sans la repousser. Tu appelleras la semaine prochaine, demande-t-elle, sa voix plus faible que d'habitude. Dimanche après-midi, je confirme. Pendant 30 minutes, comme convenu dans l'email. Alors que nous rejoignons la fête, j'aperçois Théodore qui nous regarde de l'autre côté de la salle. Nos regards se croisent, et quelque chose passe entre nous, pas de la chaleur exactement, mais peut-être le début du respect. Il lève légèrement son verre, un geste à la fois de reconnaissance et de reddition. La main d'Alexander trouve la mienne alors que nous nous dirigeons vers la sortie. Prête? Je jette un dernier regard en arrière sur ma famille, mère retournant aux côtés de père, Théodore dansant avec sa femme, la constellation de parents et d'amis, tournant dans leurs orbites familières. Ils continueront sans moi ce soir, et je reviendrai selon mes propres termes un autre jour. Oui, dis-je en serrant la main d'Alexander. Je suis prête. 1 an plus tard, les bougies d'anniversaire vacillent dans ma cuisine, projetant une lueur chaude sur les visages rassemblés autour de mon îlot en marbre. Alexander se tient à côté de moi, son épaule effleurant la mienne alors qu'il ajuste ses lunettes et sourit. Rachel lève son verre de vin, le liquide rubis captant la lumière. À la famille que l'on choisit et à ton avenir, elle porte un toast, sa voix stable et assurée. Le petit rassemblement 5 personnes qui veulent sincèrement être là éclate en acclamations. Mon cœur se gonfle alors que je contemple ma maison, remplie du doux murmure de la conversation et des rires. Pas de chaise vide. Pas de vérification de mon téléphone toutes les 5 minutes. Pas de sourire fragile collé sur mon visage. Fais un vœu, murmure Alexander, son souffle chaud contre mon oreille. Je ferme les yeux, mais pour une fois, j'ai du mal à trouver quoi souhaiter. Mon entreprise a atteint une valorisation de 45 millions d'euros le trimestre dernier. Le livre sur l'entrepreneuriat qu'Alexander et moi avons écrit trône fièrement sur ma table basse, sa couverture embossée de lettres dorées. Et plus important encore, la douleur lancinante de la déception familiale s'est estompée en un lointain souvenir. Je souffle les bougies d'un seul coup décisif. Le même restaurant qu'il y a 4 ans,
observe Rachel en coupant le gâteau au chocolat, mais une énergie complètement différente. La compagnie fait toute la différence, je réponds en acceptant une assiette de sa part. Plus tard, alors que les invités discutent dans mon salon, je m'éclipse dans mon bureau. Mon journal relié en cuir attend dans le tiroir du bureau où je l'ai laissé ce matin. Je suis du doigt l'entrée du jour, l'amour ne requiert pas le sacrifice de soi. Ces années de thérapie m'ont aidé à comprendre que les limites ne sont pas des murs, ce sont des clôtures saines avec des portails que je contrôle. Ma famille et moi entretenons maintenant une relation cordiale. J'assiste au dîner de fête quand cela me semble juste. Théodore amène sa femme. Mes parents posent des questions sur mon entreprise sans suggérer comment la diriger. Nous avons trouvé un équilibre. Je peux les aimer sans renoncer à ma paix. La sonnette retentit. Une jeune femme nommée Jessica se tient sur mon seuil, serrant un carnet. Elle est l'une des 5 entrepreneurs que je coache via ma fondation. Désolée de gâcher ta fête, dit-elle en se tordant les mains nerveusement. Mais on m'a offert un partenariat dans l'entreprise de mon père, et je ne sais pas comment lui dire que je veux construire quelque chose par moi-même. Je la fais entrer. La pression de l'entreprise familiale? Elle hoche la tête, les yeux baissés. Il a tellement investi. Je me sens obligé. L'obligation et l'amour sont des monnaies différentes, je lui dis en lui servant une tasse de café. L'une vous épuise, l'autre vous remplit. En guidant Jessica pour séparer les rêves de son père des siens, je réalise le chemin que j'ai parcouru. La femme qui remboursait autrefois le prêt de la moto de son frère sans se plaindre enseigne maintenant aux autres à honorer leurs propres valeurs. Mon apparition dans une émission de télévision le mois dernier a touché des milliers de personnes. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas le laisser vous blesser à nouveau, avais-je dit, en regardant le public du studio hocher la tête en signe de reconnaissance. Ces mots sont devenus une bouée de sauvetage pour les personnes qui luttent pour se libérer de schémas toxiques. Dans la cuisine, Alexander allume une seule bougie sur la part de gâteau restante. Nous la soufflons ensemble, nos doigts entrelacés sur le comptoir. Notre livre, dédié aux rêveurs qui se retrouvent seuls à des moments cruciaux, a déjà aidé d'innombrables autres personnes à reconnaître leurs propres valeurs. Regrettes-tu parfois qu'il ne soit pas venu cette nuit-là, il y a des années, demande-t-il, faisant référence à mon anniversaire solitaire où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je secoue la tête, un doux sourire jouant sur mes lèvres. Non, parce que s'il l'avait fait, je n'aurais peut-être jamais rencontré l'homme qui m'a appris que la gentillesse peut venir de n'importe qui, même d'un étranger. Plus tard, nous nous tenons sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de traits ambrés et dorés. Les lumières de la ville commencent à scintiller une par une, comme des étoiles émergeant dans un ciel urbain. Alexander apparaît avec 2 verres de cabernet, le même vin que j'avais commandé cette nuit fatidique. Des regrets sur ton parcours, demande-t-il en me tendant un verre. Je prends une gorgée, savourant la riche complexité. Parfois, l'anniversaire le plus solitaire devient le premier cadeau de la liberté, et le début d'une belle connexion. Le vin a maintenant un goût de fête, pas de solitude. Alors que l'obscurité s'installe sur la ville, je réalise que les bougies d'anniversaire qui brûlaient autrefois seules éclairent maintenant un chemin, entouré de personnes qui choisissent d'être présentes, pas simplement obligées d'apparaître.